Vais-je y arriver? Suis-je assez fort? Est-ce que ma préparation est bonne? Et si j'échoue? Autant de questions que, comme Loïc, beaucoup de cyclistes se sont posées au moins une fois dans leur vie, et on va du coup tenter à répondre à l'importance du mental dans le cyclisme dans cette émission GCN Show, 9e du nom. Du coup, sans plus tarder, on va commencer par la définition de ce que c'est que le mental. Qu'est-ce que ça représente dans le sport en général et dans le cyclisme en particulier? Moi, je vous propose une définition qui est à la fois personnelle et un peu inspirée de ce que j'ai pu lire sur différents articles dans le net. Le mental, c'est avant tout un système de communication et de contrôle entre notre pensée et notre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, c'est ce qui va nous permettre de se dépasser physiquement, puisque on sait, les commandes, elles partent de là. Ce mental-là, il a quelle incidence du coup dans notre performance? Je vais passer la parole à Loïc en commençant par chez le pratiquant de tous les jours, chez le cycliste amateur ou compétiteur, mais en tout cas pratiquant. Loïc, dis-moi ce que t'en penses. Tout d'abord, comme tu l'as dit, c'est le dépassement de soi. Donc déjà, se dépasser dans sa performance physique. C'est aussi ne pas renoncer forcément tout de suite à un entraînement parce qu'il pleut, parce que voilà, multiples raisons, ou ne pas renoncer tout court devant une difficulté. Donc tout ça, c'est une préparation qui se fait en amont, ou c'est tout simplement soi, c'est une question de personnalité. Si on est prédisposé à ne pas le faire ou à le faire, tout simplement. Là, on parle beaucoup de mental aussi chez les compétiteurs ces dernières semaines. Il y a eu le Tour de France, on a beaucoup parlé du mental d'un tel ou d'un tel. On va pas revenir sur les noms, mais on dit souvent celle-là, il a remporté au mental, ou bien ce coureur-là, il n'a pas le mental. Toi, de ton expérience de coureur cycliste, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as des exemples concrets, par exemple, des différences qui sont faites par ce fameux mental? J'ai pas forcément d'exemple concret, mais de mon histoire personnelle, il y a des fois où clairement, physiquement, j'aurais pas pu monter un col ou autre, mais où finalement on est porté par soit les encouragements du public ou une motivation, tout simplement. On se dit voilà, maintenant j'y suis, il faut que j'assume, il faut que je me bouge. Donc tout ça, c'est autant de choses qui sont propres à des personnes et voilà, c'est toute une. Je pense qu'il faut se préparer. Quand tu dis se préparer, qu'est-ce que propose le monde professionnel aux cyclistes pour se préparer mentalement? Est-ce qu'il y a des outils qui sont à votre disposition? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique? Eh bien, écoute, tout récemment, sur la fin de ma carrière, au final, je l'ai vu parce que chez Cofidis, on a intégré une préparatrice mentale, Delphine Cartier, pour pas la citer, qui travaille avec beaucoup de sportifs de haut niveau déjà. Mais bon, je m'égare un peu. Et c'est nouveau dans le sport, mais malheureusement, c'est nouveau parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui devrait être travaillé depuis longtemps et qui est trop souvent laissé à l'abandon au détriment d'autres choses à préparer. Et je pense que le physique, c'est au moins 40, le mental, pardon, c'est au moins 40% de la réussite sur un objectif, clairement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'exercice que vous travaillez ensemble? À quoi ça se résumait? Est-ce que c'était des séances d'échange? Est-ce qu'il y avait des exercices spécifiques? Il y a plein d'exercices à faire, donc c'est de la mentalisation, donc visualiser l'objectif, tout simplement. Donc on se met dans sa bulle, soit la veille, que ce soit l'avant-veille, et généralement c'est un travail de longue haleine, donc c'est sur le dernier mois de préparation avant l'objectif, où on se visualise pendant la course, aller la gagner, ou si l'objectif, je sais pas, c'est de rouler de tel kilomètre à tel kilomètre, on se voit le moment où on est en train de rouler, où on est en train de réussir l'action qu'on a préparée. Il y a aussi la préparation tout simple avec la méditation. C'est une des choses, une des clés aussi de cette préparation mentale, c'est de savoir faire face aux difficultés avec sérénité. Et la méditation apporte beaucoup. Et souvent, on veille d'objectifs pour réussir à décompresser, à vraiment se reposer, se relâcher l'esprit, pour arriver en pleine possession de ses moyens le jour J. C'est étonnant que tu dises que c'est relativement nouveau dans le sport, c'est vrai, mais moi je retiendrai surtout relativement parce que, pour citer mon expérience, au Krebs de Toulouse, donc je veux pas me faire plus vieux que je ne suis, mais il y a déjà une quinzaine d'années, on avait la chance d'avoir une préparatrice mentale, d'ailleurs Isabelle Tollener, je la salue si elle
par hasard nous écoutent, qui nous faisait faire des exercices de visualisation aussi, de sophrologie. Et à l'époque, donc on travaillait ce que tu as évoqué, la visualisation. Moi notamment, j'avais un problème en contre-la-montre. J'avais en théorie toutes les qualités pour être bon en chrono, mais j'avais beaucoup de mal. Je n'arrivais pas à rester concentré dans un effort solitaire, et j'ai travaillé notamment ça, avec plus ou moins de réussite, peu importe. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte à quel point c'est important dans ce type d'effort en particulier, parce que c'est un effort solitaire dans lequel tu es seul face à toi-même, et là le mental est important, et la méditation aussi. Tu as parlé de la méditation qui sert entre deux courses, mais il y a aussi la méditation à l'effort. On a tous, qu'on soit sportif ou pas sportif, cette expérience au quotidien dans laquelle on fait une tâche du quotidien sans s'en rendre compte. Souvent, on va prendre l'exemple, vous êtes en train de conduire, vous êtes sur l'autoroute, et puis 30 km passent, et vous vous réveillez d'un coup, vous n'êtes pas rendu compte qu'ils sont passés. Pour autant, vous avez continué à conduire, vous avez évité les voitures quand elles se sont déportées, etc. Donc vous avez conduit en conscience, mais un peu en autopilote. Et bien ça, c'est une phase de méditation qui se travaille aussi et qui fait partie intégrante du mental. Et les très très bons spécialistes du contre-la-montre notamment sont des gens qui sont capables de se mettre dans une telle phase pendant une longue période, un long effort, tout en produisant un effort maximal, donc d'une intensité rare et du coup douloureux pour le physique, mais mentalement ils sont dans leur nuage, dans leur bulle, ils sont concentrés sur ce qu'ils ont à faire, telle cadence, tel virage, attention là, freiner, repartir. Voilà. Et ça fait partie intégrante du mental chez les professionnels à haut niveau et chez les compétiteurs. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce chapitre-là compétiteur? On pourrait revenir sur quelques conseils pour les pratiquants aussi et pour la partie mentale qui les concerne. Oui, on va partir sur une partie un peu plus globale, mais c'est vrai que c'est une question aussi d'estime de soi aussi, en grande partie, parce que c'est des remises en question permanentes. Le sport de haut niveau, c'est une remise en question permanente. Donc sur les événements, les courses, ou même au pied d'un col, on se dit ouais, je vais pas y arriver, je suis déjà trop fatigué ou autre. Et en fait, c'est un travail là-dessus, sur s'estimer à sa juste valeur, se dire écoute, voilà, maintenant j'ai travaillé, je sais que je suis en capacité de surmonter cette difficulté, je vais y arriver. Et en fait, c'est de la pensée positive permanente. Et souvent, ça aide grandement les mecs, parce que fatigué, on voit 3 semaines de tour, voilà, on arrive en dernière semaine et là, ça craque dans la tête. Des exemples tout bêtes, mais est-ce que vous avez déjà pété dans une course parce que le mec il vous mettait des attaques alors que vous savez que vous êtes très fort, et le mec vous met une attaque et juste parce qu'à ce moment-là vous êtes un peu dans le rouge, vous vous dites il est plus fort que moi, alors que s'il faut il est moins fort que vous, mais c'est juste que lui dans sa tête il s'est dit je vais lui casser le moral, je vais lui mettre une praline, et voilà. Donc en fait c'est un travail aussi en amont là-dessus, sur l'estime et sur la confiance. Ouais, c'est vrai. Et donc beaucoup de positivisme et également savoir gérer ses sacrifices, savoir gérer ses propres démons, je dirais, parce que des fois on peut avoir tendance à tomber dans une forme de paranoïa et trop ressasser des éléments négatifs, comme par exemple avant le départ d'une course, est-ce que j'ai bien mangé cette semaine, est-ce que j'ai pas 1 kilo de trop, voilà, tout ce genre de pensées négatives sont plutôt à bannir, et essayer plutôt de garder en tête les pensées positives en vous disant j'ai fait ce que je devais faire, j'ai travaillé dans le sens de cet objectif, voilà, aujourd'hui j'ai fait le boulot, il reste plus que la partie fun, c'est la course, si on est compétiteur en cyclisme, on est censé aimer faire la course à vélo, donc voilà, il faut garder ce côté fun, et on le voit chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je vais donner cet exemple-là, mais Tadej Pogačar qui remporte le Tour de France, je pense qu'une part de la réussite des jeunes dans le cyclisme aujourd'hui, c'était cette part d'innocence et ce côté du coup fun qu'ils arrivent à garder dans le fait de courir à vélo, le fait d'être en compétition vis-à-vis des autres. Voilà, c'est clairement mentalement pour moi qu'il a pris le dessus dans le contre-la-montre aussi. On rappelle, il n'avait pas de capteur de puissance, pas de compteur, donc il y a un moment où il a su se mettre dans cet état transcendant, à l'écoute seulement de ses sensations et de ce qu'il avait à faire. Certainement que ça a été décuplé par le public, par l'adrénaline de l'événement, etc. Ça, c'est un exemple de prise de conscience mentale positive, en tout cas dans ce cas-là. Mais c'est ça, et c'est surtout que les jeunes aujourd'hui, ils font pas, enfin la plupart, ils font pas de complexe en fait. Ils se disent voilà, je suis là, si je suis là, c'est que je marche, et puis je vais essayer de faire des choses, et du coup ça les amène à faire des belles choses tout simplement. Donc dans leur tête, ils n'ont pas la pression qu'un leader puisse avoir. On le voit, des leaders comme Thibaut Pinot, voilà, tout le monde l'attendait, c'est son Tour de France cette année, machin, enfin. On imagine la pression médiatique qu'il a, la pression qu'il a de son entourage. Et ça, un jeune comme Tadej, il l'a pas, ou très peu. Parce que oui, c'est
c'est la nouvelle pépite du cyclisme, mais bon, potentiellement, lui, il a jamais fait le tour, il n'était pas là sur le podium, machin. Donc, c'est vrai. Il a été beaucoup protégé aussi par du coup Primož Roglič qui a porté le maillot jaune toutes ces longues journées, etc. Ça l'a mis un peu en dehors du système. Pour conclure sur ça, Loïc, pour pas qu'on soit trop long, j'aimerais juste qu'on revienne sur des conseils concrets de ce que le mental peut changer dans la vie quotidienne d'un cycliste comme nous qui découvrirait ce sport ou qui en ferait pour le plaisir. Je pense que tout simplement ça peut vous aider à vous dépasser. Ça peut vous aider à passer une bosse avec les copains alors que peut-être vous pensez ne pas avoir les qualités ou l'entraînement nécessaire, mais en réalité vous allez y arriver. Ça peut aussi vous aider à trouver la motivation nécessaire le matin quand il fait pas très beau pour aller faire la sortie en plus qui va vous permettre physiquement de passer un cap. Voilà, c'est tout ce genre de petites choses qui se travaillent en ayant un état d'esprit du coup positif. Comme l'a dit Loïc, et en travaillant votre mental. Et pour travailler ce mental-là, il y a un truc important, Loïc, qu'on n'a pas dit, mais c'est important de garder la notion de plaisir. Et des fois, la meilleure façon de travailler ce mental-là, c'est juste d'aller boire un coup avec les copains, non ? Oui, boire un coup et pas plus. Parce que bon, il faut pas quitter des yeux son objectif. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses essentielles. C'est à partir du moment où le matin tu te lèves et ça te fait plaisir d'aller t'entraîner, tout va bien se passer. Mais si un jour ça commence à te gonfler, il faut commencer à débrancher un peu, voilà, ouvrir un peu les vannes et pour pouvoir revenir plus facilement à ses premiers amours entre guillemets. Ouais, et il faut savoir bien dissocier. Alors ça, par contre, ça c'est propre à chacun aussi, mais c'est de mon expérience perso, dissocier le privé du professionnel. Parce que, bon, clairement, moi c'est devenu mon métier, le cyclisme, donc il a fallu bien dissocier ces deux parties, privées, professionnelles, pour pas tout mélanger, pour pas que le privé prenne le dessus sur le professionnel et vice versa. Il faut quand même garder une vie, il faut quand même garder une soupape, histoire d'être bien concentré sur son vélo et de pouvoir se donner pleinement à l'exercice qu'on est en train de pratiquer. Un dernier conseil avant de passer à l'actualité de la semaine, pour ceux parmi vous qui font de la compétition et qui débuteraient en compétition par exemple, il y en a beaucoup chez qui ce sera déjà le cas, n'hésitez pas à ajouter dans votre carnet d'entraînement une colonne dédiée à vos sensations mentales. Donc clairement, chaque semaine on sait quels sont vos chiffres d'entraînement, combien d'heures vous avez fait sur le vélo, etc. quand vous vous entraînez, mais n'hésitez pas à rajouter cette petite colonne et à mettre dans une description la plus complète possible comment vous vous sentez. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pris du plaisir sur le vélo, vous êtes senti fatigué, vous avez senti que vous en aviez marre ou qu'au contraire vous auriez pu en faire plus. C'est important, et aussi de dire ce qui s'est passé dans votre vie en dehors du vélo entre guillemets cette semaine-là, et en essayant d'avoir un peu ce recul-là, vous comprendrez que dans certaines phases de votre saison, de votre année, de votre vie, il y a des événements en dehors du vélo qui peuvent influencer positivement vos performances. Par exemple, tiens, je me sentais très bien à cette période-là de ma vie, c'est vrai, j'ai rencontré un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, et du coup j'étais plus léger et ça m'a permis de performer davantage. Et à l'inverse, des fois il y a des tristes nouvelles dans la vie perso qui peuvent venir influencer vos performances. Voilà, je conclurai là-dessus. Loïc, je te propose qu'on passe à l'actualité, aux résultats de la semaine. Allez, on est parti. Et dans l'actu cette semaine, le Suisse Manuel Schedeger qui a établi un nouveau record, record de l'heure, 31 km sur la roue arrière. Bon, je comprends pas le principe, mais respect à lui. Mieux que Peter Sagan et mieux que Loïc Chetou sur Strava en ce moment, puisque je t'ai pas vu faire beaucoup de moyenne au-dessus des 30 km/h. 30, c'est déjà pas mal. Attends. Ouais, mais lui il a fait 31 sur la roue arrière. J'avoue. Il a le caisson, le bonhomme. J'arrive. Autre actualité cette semaine, on a eu du coup le programme des mondiaux en 2021. On aura les mondiaux en cette fin de semaine 2020, mais en 2021, ce sera dans les Flandres. Du coup, rendez-vous pour les hommes de classique. Et on a une autre actu cette semaine qui va beaucoup te plaire, Loïc. J'ai trouvé ça au Japon. Il existe du coup des stickers caca d'oiseau à coller sur la selle de ton vélo et paraît-il ça ferait fuir les voleurs. Il y a une étude qui dit que ça diminuerait le risque de vol. Voilà. Ouais, c'est du 6-12 ans, clairement, là, mais franchement, ça déchire l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes chaud, à la limite, on va en faire avec GCN. Des petits stickers caca ou quoi là, et dites-nous et on vous en enverra.
En tout cas, ça fait marrer Johan, il est à fond là. Ça va. Des idées de stickers farfelus. On passe au résultat, Loïc, évidemment, avec le Tour de France, puisqu'on a eu ce magnifique final avec un renversement de situation et la victoire finale du jeune Tadej Pogačar, le Slovène qui est le plus jeune vainqueur du Tour depuis 1904. On avait déjà dit l'année dernière à propos de Bernal que c'était l'un des plus jeunes vainqueurs de l'histoire. Eh bien, ça y est, c'est encore plus jeune pour lui, puisqu'il vient d'avoir 22 ans ce lundi. Et du coup, il remporte aussi le maillot blanc, évidemment, puisqu'il est maillot jaune, maillot blanc, et également celui de meilleur grimpeur. Donc, razzia totale pour Tadej Pogačar. Je te laisse nous énoncer les autres grands gagnants de cette édition 2020 du Tour. Et oui, Florian, et le maillot vert remporté par Sam Bennett de l'équipe Quick-Step, amplement mérité. Il met fin au règne suprême de Peter Sagan et ses fameux maillots verts. Mais aussi le super combatif pour Mark Hirschi, le jeune Suisse de la Sunweb. Et pour la meilleure équipe, encore et toujours, ce sera la team Movistar. Florian. Passons au Giro Rosa qui s'est terminé aussi la semaine dernière. Du coup, le Giro Rosa qui a vu un retournement de situation puisque Annemiek van Vleuten, alors qu'elle était leader de l'épreuve, est tombée. Elle a dû se retirer de la course pour une fracture au poignet, malgré le fait qu'elle ait terminé l'étape concernée avec son poignet qui avait doublé de volume. Donc, chapeau encore une fois à elle, et finalement c'est sa compatriote Anna van der Breggen qui remporte le classement général. Et à noter une très très belle victoire de notre petite française Evita Music qui l'emporte en cadence lors de la dernière étape. Tu l'as, Beau boulot la jeunesse. La blague. Evita Music à fond, oui je l'ai. Oui, bon, ça marche aussi. Ça marche aussi. Nous en veux pas, Evita, on est très content pour toi en tout cas. Voilà, une athlète prometteuse qui a déjà de beaux résultats à son actif, mais le Giro Rosa c'est quand même chapeau. Ensuite, Loïc, on a pas mal d'autres résultats. Il y avait beaucoup de courses, puisqu'on le sait, c'est la particularité de ce calendrier très compact UCI 2020. Moi, j'aimerais bien parler de notre région avec la Ronde de l'Isard chez les amateurs. Espoir, du coup, qui a eu lieu aussi ce week-end, puisque c'est l'une des courses avec le Tour de l'Avenir en France les plus huppées chez les jeunes, qui a vu la victoire du coup de Xandre Vervlossum, un Belge de la Team Sunweb Développement. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire des autres résultats de ce week-end, Loïc ? On me dit à l'oreillette qu'on a une victoire de Diego Ulissi sur le Tour du Luxembourg. Exactement. On a Rudy Barbier aussi, une belle étape sur le Tour de Slovaquie. Et en avant-dernier, le Grand Prix d'Isberg, c'est Chloé Hosking qui l'emporte au sprint, tout comme Nasser Bouhanni. Chez les femmes. Oui, chez les femmes, excusez-moi. Tout comme Nasser Bouhanni chez les hommes. Ouais, et pour conclure tout ça, les amis, n'oubliez pas, sur le Race Pass, il y a énormément de choses à voir. Évidemment, comme toujours, vous avez l'habitude, selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Pour ça, en description, vous regardez la liste des droits concernés. Il y aura notamment les mondiaux cette semaine, mais pas pour tout le monde. Par contre, un droit qui est a priori disponible chez tous, et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est le cyclocross. Et le cyclocross, ça reprend dès ce week-end avec, du coup, le Etias Rappencross ce week-end. Donc à ne pas manquer dans le Race Pass sur l'application GCN. On passe à GCN Répond, Loïc ? Ouais, allez. Et là maintenant tout de suite c'est Jessiane qui répond à tous vos commentaires. Et tout de suite le premier commentaire de M. Alors on ne sait pas si c'est Mathieu Chédid qui s'intéresse au cyclisme ou pas, mais bon, on va quand même y répondre à Monsieur M. Florian, la question c'est Pogačar fait 1m85 cm. Ouais, c'est pas une question, mais c'est une affirmation. Il fait référence à la vidéo sur le vélo de Tadej Pogačar, entre guillemets, qu'on a eu une bonne inspiration de sortir à quelques jours de sa victoire finale sur le Tour. Eh ben non, je suis désolé, Mathieu Chédid. Déjà, ça s'écrit Pogačar avec un R. Et il ne fait pas 1m85, il fait 1m76 comme dit dans la vidéo, et j'ai pu le vérifier par moi-même puisque j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le rencontrer. Voilà. Et pour ceux qui posaient la question sur la taille de son cadre qu'on annonce en 50, voilà, 50 c'est le tube horizontal puisque c'est un cadre asymétrique chez Colnago, et pour un cadre au carré ça correspondrait plutôt à du 53. Voilà, mais il fait bien 1m76. Voilà les amis, pour la réponse à la question du coup.
Oui, du coup on n'a pas fumé la moquette puisque c'était ce qui était suggéré par notre ami dans son deuxième commentaire. Du coup je te lance sur la deuxième question qui est celle de Sébastien qui nous dit « Pourquoi les courses féminines sont-elles significativement moins longues que les courses des hommes ?» Est-ce que tu as une idée de réponse à ça, Loïc ? Alors tu m'aideras un peu plus, mais moi j'ai une petite idée, c'est que tout simplement les moyennes sont moins élevées déjà, donc ça prend beaucoup plus de temps, alors du coup forcément on rabaisse un peu la distance. Ouais, c'est en effet un élément de réponse. Je pense aussi qu'il y a une question de comment dire, marketing derrière tout ça. Faut rappeler l'historique du cyclisme féminin professionnel. Au départ, on a essayé le modèle de caser les courses des filles avant celles des garçons. On s'est rendu compte que d'un point de vue organisationnel, c'était très compliqué. Tout ça pourquoi ? Dans le but de leur donner de la visibilité, puisque les télés étant déjà présentes, ça permettait de vendre des droits télévisuels. Mais pour arriver à faire ça, il fallait forcément que ces courses-là soient plus courtes pour pouvoir, d'un point de vue timing, les caser avant celles des hommes. Je pense qu'on en a gardé un peu aujourd'hui cette habitude et donc on a des courses féminines qui sont sur des modèles plus courts. Je suis néanmoins persuadé que les femmes pourraient parcourir les mêmes distances que les hommes sans aucun problème. On le voit d'ailleurs très bien pour ceux qui aiment bien l'ultra-endurance. Il y a des courses internationales d'ultra-endurance qui ont été remportées ces dernières années par des femmes devant tous les hommes. Et là, on parle de près de 300, plus de 300 km par jour. Et là, on fait référence aussi au mental dont on parlait dans la première partie du show. Donc clairement, il y a deux questions en une. Voilà, aujourd'hui, les raisons sont un peu plus médiatiques que physiques à ce fait. Et on pourrait très bien dans le futur imaginer des formats plus longs, mais est-ce que ce serait plus sexy pour la retransmission télé ? J'en suis pas sûr. Ben c'est ça, du coup on peut retourner la question pour les hommes au final. Pourquoi on ferait pas des courses plus courtes ? C'est ce qu'on voit d'ailleurs déjà. Voilà. Pour que ce soit un peu plus dynamique. Les courses chez les hommes sont déjà de plus en plus courtes, donc voilà, les femmes ne coupent pas à cette tendance, et d'ailleurs elles ont même innové puisque c'est elles qui ont commencé avec des formats beaucoup plus courts. Bon, et c'est tout pour cette semaine, non, sur le JCN Répond, Loïc ? C'est tout, merci Florian, merci Jamy pour ces explications. Et du coup, on se retrouve... Merci à vous d'ailleurs pour vos questions, n'hésitez pas comme toujours. N'hésitez pas à nous laisser plein de questions, on y répondra avec grand plaisir. Et si c'est pas déjà fait, cliquez sur s'abonner. Et on se retrouve, Florian, mardi prochain. On se retrouve mardi prochain, n'hésitez pas aussi à nous donner des idées parce qu'on voudrait faire un nouveau challenge Inspiration Cyclisme, vous savez les photos à poster sur l'application JCN pour vous faire gagner des cadeaux, mais ce serait bien de faire un challenge un peu thématique, donc donnez-nous des idées de thèmes de photos, évidemment autour du vélo, et pour tous ceux ou celles qui auraient pensé au thème de se mettre tout nu, Loïc, comme vous le savez, il y a déjà pensé, donc essayez de nous donner des choses différentes. Voilà. Et sinon, on se retrouve mardi prochain pour la 10e, Loïc. Ouais, on se retrouve mardi prochain. Allez, bisous. Allez, salut.